Mesdames, Messieurs, je voudrais d'abord vous dire à quel point je suis honorée de ce prix, mais surtout heureuse de m'inscrire dans une communauté de recherche qui partage une même préoccupation pour l'éthique. Je vais d'abord m'appuyer sur une phrase de Pierre Simon, qui est extraite de son ouvrage « De la vie avant toute chose ». Et le titre déjà nous indique que la vie, précisément, ne peut pas être une chose, que cet élan fondamental qu'est la vie doit être considéré comme primordial, comme absolument prioritaire. Et dans ce titre, on peut lire à la fois l'expression d'un souci, d'une exigence, ne pas dénaturer le vivant dans notre manière de le traiter, mais aussi ce titre résonne pour nous, il me semble, comme une injonction éthique, préserver la vie dans sa valeur et sa qualité. Dans ce texte, donc, Pierre Simon exprime en une phrase un objectif très contemporain, qui est sans doute celui du moment philosophique que nous vivons. Il dit « J'éprouve le besoin de conjuguer en moi deux activités, le médical et le politique ». Ce besoin que Pierre Simon a mis en œuvre dans la richesse de ses activités, de ses engagements, est devenu aujourd'hui un enjeu central pour la pensée, comme en témoignent les travaux de tous ceux qui sont salués ce soir, mais aussi pour la vie concrète, la vie partagée des hommes. Cette question de l'éthique du soin et celle de la politique du soin, qui en est à la fois le prolongement et la condition indispensable pour qu'une telle éthique ne reste pas à lettre morte, est l'une des questions les plus aiguës de la réflexion contemporaine. Parce que cette éthique est fondatrice, parce qu'elle réfléchit sur les manières d'améliorer notre vie ensemble, il me semble qu'elle doit affronter le négatif. On le voit dans les termes abordés par les ouvrages sélectionnés. L'éthique s'interroge sur la réponse à apporter à ce qui d'abord nous laisse muets, sidérés par la violence de l'expérience, paralysés par l'angoisse et dépossédés parfois de toute capacité à réagir ou à aider. Qu'il s'agisse de la douleur, du handicap, de la maladie, de la déchéance physique ou psychique, de la folie, de la mort, mais aussi de la guerre, qui met tant en cause notre lien à l'autre et notre propension à la sollicitude. Encore un lapsus sans doute assez révélateur. Donc c'est autour de certains traits essentiels que la réflexion contemporaine se retrouve, et notamment, il me semble, dans les écrits, cela apparaît clairement, autour de cette volonté d'aborder de front toutes ces épreuves qui mettent à mal le sujet dans sa définition, sa liberté, et qui défont ou limitent sa capacité de lien, son désir de faire société. Ce que j'ai essayé de faire à mon échelle dans Violence de la maladie, a d'abord été parfaitement résumé, donc je vais pouvoir, même mieux que résumer, je vais pouvoir presque me passer de le faire, mais ce que je voulais juste dire, c'est que mon but, c'était justement d'aborder la définition philosophique de la maladie autrement, de ne plus la considérer comme une métaphore du mal ou du dysfonctionnement, mais vraiment de l'appréhender comme une expérience qui vaut pour elle-même, et plus précisément qui provoque la philosophie, dans la prétention que celle-ci a à définir l'identité ou l'autonomie du sujet. Si j'ai insisté sur la violence, c'est pas par pur pessimisme irréductible, c'est pour déconstruire un modèle que je trouve un peu complaisant, ce qui ne lui ôte pas sa valeur, mais le modèle rassurant, souvent exhibé, de justement la maladie comme expérience dialectique qui nous rend plus forts, qui nous rend meilleurs, et qui du coup exclut un certain nombre de malades qui ne seront jamais vainqueurs de cette maladie, qui laisse penser que la maladie est une expérience éphémère, alors que pour certains elle est une condition définitive, et surtout qui oublie implicitement le lien toujours tabou de la maladie et la mort. Autrement dit, il me semble que dans ce modèle, on passe à côté de ce qui fait que la maladie est une épreuve qui imprime sa marque au sujet. Dans les recherches en cours et à venir, j'aimerais aussi m'attacher à tous ceux que la maladie prend dans son filet. On l'a entendu auparavant, la maladie va transformer le soignant, mais aussi les proches du malade, et en gardant toujours la même méthode, qui est vraiment d'aborder les difficultés dans leur réalité concrète. Et en ce sens, il me semble retrouver dans la démarche d'Alexandre Julien un certain nombre des éléments dont je pense qu'on peut affirmer qu'ils sont les conditions d'une recherche éthique, au sens où, comme il l'exprime,
la philosophie et la réflexion éthique me semblent passer nécessairement par une forme de mise à nu et de transparence, et que l'éthique ne peut se penser sans une anthropologie qui intègre la compréhension de l'homme blessé et faillible, une anthropologie de la faiblesse et de la vulnérabilité. Comprendre l'homme, alors, c'est le comprendre sans apparat, dans une nudité qui peut émouvoir autant qu'effrayer. Et la question éthique interroge justement nos limites ou notre capacité à nous confronter à ce dénuement de l'autre. Il y a une phrase en particulier que j'aimerais citer, qui est la suivante: « Saurais-je me laisser toucher sans pour autant vaciller ?» Et j'ai trouvé que cette phrase, elle permettait à la fois de penser l'isolement de celui qui souffre, qui est parfois emprisonné et retranché à la fois dans sa douleur, mais aussi la difficulté rencontrée par celui qui essaye de l'aider. Donc, ce qui m'a vraiment interpellée dans cette phrase, c'est ces deux difficultés. Être face à la souffrance de l'autre, mais aussi la difficulté pour celui qui souffre de laisser l'autre accéder à sa vulnérabilité. Et cette double difficulté, et j'en viens à la fin de mon propos, montre à quel point, il me semble, les émotions du patient et du soignant, et plus généralement celles de celui qui souffre et de celui qui l'accompagne, sont à la fois le moteur et l'obstacle principal d'une pensée de soin. Et il me semble d'autant plus indispensable de les réfléchir que c'est l'un, malgré les efforts et les modifications, c'est l'un des impensés majeurs, il me semble, des études médicales. Elles sont moteurs et obstacles, parce qu'elles sont à la fois vecteurs d'un mouvement vers l'autre, de sollicitude, et en même temps source d'inhibition, de paralysie et d'incompréhension mutuelle. Pourtant, comme les soignants le savent, l'émotion est parfois l'un des éléments essentiels du soin, voire même le seul soin possible. C'est pour ça qu'il me semble important, comme ça a été dit auparavant, de réfléchir à une théorie des affects, non pas pour les inhiber et construire une carapace d'indifférence qui serait une caricature du geste médical sans intention de soin, mais pour comprendre la force ambivalente de nos émotions et de comprendre leur rôle dans la relation à l'autre et en particulier dans la relation thérapeutique. En attendant ces nouveaux sujets de réflexion, je vous remercie pour cette occasion d'une émotion assez heureuse. Merci. Merci Frédéric Borx et merci Claire Marin. Si vous voulez recevoir votre prix. Donc le prix Éthique et Réflexion qui vous est remis ce soir. Et je vais demander à Sylvia Gognier de venir nous rejoindre pour le prix spécial justement dans cette catégorie Éthique et Réflexion.